Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour une nouvelle séance de débat sur un thème pour commencer l'après-midi palpitant, celui du hacking. On n'a jamais été autant sujet à des menaces d'attaque. La question étant comment est-ce qu'on protège nos entreprises? Eh bien, on va se poser la question avec nos intervenants. Ils sont trois. Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie des affaires publiques d'Orange Cyberdéfense. Bonjour. Bonjour. Gaël Musquet, hacker éthique. Bonjour Gaël. Bonjour. Et Jacques Delarivière, le CEO et cofondateur de Gatewatcher. Bonjour. Bonjour, merci à tous les trois d'être avec nous. Et je précise aux personnes qui sont avec nous cet après-midi ou qui nous regardent que vous pouvez prendre part au débat, nous poser toutes vos questions. J'ai sur ma droite une super tablette sur laquelle apparaîtront au fur et à mesure de nos échanges vos questions. Et pour ça, rien de plus simple. Je vous laisse vous connecter sur sparkup.live. Je crois que les informations apparaissent juste derrière moi. Sparkup.live, vous rentrez le code MADI et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à poser vos questions. N'hésitez pas à voter pour les questions qui ont été posées, qui vous plaisent le plus. Et puis au fil de nos échanges, je prendrai les questions qui attirent mon attention et je les poserai à nos invités. On va commencer avec une question pas spécialement très originale mais indispensable. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les trois? Et on commence par Nicolas. Nicolas Arpagian, donc moi je dirige la stratégie et les affaires publiques d'Orange Cyberdéfense. Orange Cyberdéfense, c'est l'entité du groupe Orange dédiée à la cybersécurité, un peu plus de 2000 personnes. C'est effectivement désormais un acteur important, c'est le numéro 1 français et un acteur dans le trio de tête européen, avec une volonté justement, on fait du numérique, mais que ça se fasse en sécurité et en confiance. C'est très clair. Gaël? Alors, je suis hacker éthique, je suis hébergé par l'armée de l'air sur la base aérienne 105, la base aérienne 105 à Évreux, dans une escadre de commandement et de conduite projetable, et au sein du moteur de recherche européen Quant, sur tous les enjeux qui touchent à la vie privée et à la sécurité dans les transports et les véhicules. Et Jacques pour finir. Je suis Jacques Delarivière, le président et cofondateur de Gatewatcher. Et donc nous, on développe des sondes réseau qui sont des équivalents des détecteurs à incendie pour les maisons, mais en l'occurrence pour repérer les intrusions sur les réseaux informatiques. Et on protège notamment tous les actifs français critiques pour la nation et qui sont définis dans un cadre réglementaire. Voilà. Merci à tous les trois. Alors on va commencer avec une question indispensable. On va clarifier une notion, celle de hacker. On a tous vu des films qui parlent de hackers, on a tous vu ce pirate informatique qui, en 3 touches, pirate le Pentagone. Je pense que loin de la fiction, même si on peut s'en rapprocher, la définition de hacker est un petit peu différente. Comment est-ce que vous qualifiez, vous, avec vos mots, ce terme, celui de hacker? On commence par Nicolas. Alors, un hacker, déjà, pour nous, c'est quelque chose de positif. C'est un état d'esprit qui est très bienvenu dans une organisation. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui cherche à comprendre une technologie. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de l'utiliser, de la consommer, il va chercher à comprendre son fonctionnement. Ensuite, c'est quelqu'un qui va essayer de la personnaliser. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des fonctionnalités qui ne lui conviennent pas parce qu'il trouve qu'elles ne sont pas utiles, parce qu'il les trouve, je sais pas, intrusives, trop consommatrices d'énergie, ou en tout cas réellement inutile. Et puis, au contraire, il va lui manquer des choses. Il dit, moi, j'aimerais bien que cette application, j'aimerais bien que cet outil, il puisse faire ceci, cela en plus. Et donc, c'est quelqu'un qui va toujours se poser la question de comment je peux faire autrement, comment je peux faire mieux, ou en tout cas plus efficace. Et on va utiliser cet état d'esprit, alors qu'il n'est pas forcément sanctionné par un diplôme d'ingénieur académique, c'est vraiment une tournure et une mentalité, et faire en sorte de se dire, bah voilà, si je dois vérifier la sécurité d'un équipement, d'une application, d'un programme, c'est quelqu'un qui va essayer de se dire, voilà, comment je pourrais faire pour arriver à mes fins. Et donc, quand la porte est fermée, va se dire, tiens, est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il y a un soupirail? Est-ce que si je me déguise en livreur de pizza, ou si je frappe à la porte en demandant à tiens, quelqu'un va peut-être m'ouvrir et commencer à m'aider à rentrer? C'est une vraie qualité intellectuelle. Alors, il sera malveillant, crapuleux, ça c'est des qualificatifs, c'est en plus, mais c'est pour ça qu'effectivement nous on parle de hackers éthiques, parce que ce sont des gens qui mettent cette capacité, ce savoir-faire au service d'une cause, en tout cas légitime, c'est-à-dire la défense d'intérêts, alors soit économiques, politiques, ou en tout cas qui ont le respect de la réglementation, du bien d'autrui, et donc ils le font de manière éthique. Et qu'est-ce qu'en pense le hacker éthique que vous êtes, Gaël? C'est bien résumé. J'aime bien la définition de Keren El-Azari, qui est une femme hacker israélienne, qui dit que le hacker, au final, c'est le système immunitaire de l'Internet. Notre rôle, étant donné que maintenant tout est connecté, chaussures, etc., on devient un peu le système immunitaire de la ville, des équipements. Et le Chaos Computer Club le définissait aussi très bien il y a 2 ans. On est une culture, le hacking c'est vraiment une culture, effectivement il n'y a pas de sanction académique quand on parle de hacking, mais on doute.
On doute tout le temps et effectivement, en tout cas en ce qui me concerne, je souhaite mettre mes compétences scientifiques et techniques au service de causes comme la protection des populations, les systèmes d'alerte ou la sécurisation des véhicules. Alors Jacques, j'ai une question pour vous qui va peut-être correspondre à ce que vous aviez en tête comme élément de réponse. Quand on a préparé cet échange, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous m'avez beaucoup parlé d'éducation. Vous m'avez dit qu'en fait, et je vous ai demandé comment est-ce qu'on différencie un hacker dark, on va dire, et un hacker éthique. Vous m'avez dit, mais en fait, ça, c'est un sujet lié à l'éducation, comme tous les sujets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et ce sera peut-être en lien avec votre définition du hacking, justement. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre un qualificatif sur le mot hacker, parce que le mot hacker a été très positif pendant des années. Et en fait, le mot hacker désignait plus des personnes qui étaient des explorateurs. Qui exploraient un territoire inexploré, le monde virtuel. Donc qui avait un esprit très positif, très curieux. Et en fait, forcément, cet esprit curieux et positif a été rejoint par des personnes qui pouvaient être moins intentionnées. Et donc, du coup, on a rajouté des qualificatifs, hacker éthique ou hacker malveillant. Mais je pense que si on veut vraiment expliquer le mot qui pourrait correspondre le mieux aux hackers des années 2000, c'est vraiment des explorateurs qui avaient uniquement un but informatif, curieux pour explorer de nouveaux territoires qui étaient très peu sécurisés. Les territoires numériques et virtuels étant de plus en plus sécurisés, les hackers sont de plus en plus, donc les hackers éthiques et les hackers moins éthiques sont de plus en plus, on va dire, compétents pour briser ces barrières. Et donc l'éducation et la formation est nécessaire autant pour faire comprendre au public qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux, et aussi pour former les nouveaux ingénieurs, les nouveaux hackers qui peuvent être formés ou aussi autodidactes. Et donc, donc en fait, c'est important de répéter les messages, de bien différencier et de partir des origines du hacking qui était vraiment une culture de l'exploration. Un vrai sujet d'éducation, pourtant, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'y a pas vraiment de diplôme. On ne devient pas un hacker, quel que soit le rang qu'on choisit. En faisant des diplômes, il n'y a pas un bac plus 5 hacker ou chef de projet hacker. Alors, oui, mais ça se démontre. Ça se démontre parce que, un peu comme quelqu'un qui prétendrait être un bon boulanger, il peut effectivement montrer à ses pairs ce que c'est que faire une baguette de pain dans les bonnes conditions, et tout le monde pourra reconnaître. Donc là, on va beaucoup fonctionner également sur la cooptation, sur l'exercice opérationnel, des gens qui vont faire des challenges. Et donc, ça va leur permettre de se jauger les uns les autres, pas tellement de disserter, mais de montrer concrètement ce qu'on sait faire, comment on peut y contribuer. Et donc il y a une démonstration par l'exemple qui est assez satisfaisante intellectuellement, parce que justement ça ouvre considérablement le champ des capacités et des intervenants, parce que ce sont des gens qui n'auront pas forcément le parcours académique, scolaire, avec le passage de diplôme, le parchemin obtenu, mais par contre qui sont tout à fait capables dans des challenges, et ça va nous servir d'ailleurs quand on va en recruter. En recruter, on va leur faire des exercices pratiques. Et on verra bien, là on a fait des challenges, il faut qu'en 15 minutes, on arrive à obtenir un certain nombre d'informations ou à casser un certain nombre de codes. Bon, voilà, ça vaut tous les diplômes, hein, comme quoi on pourrait être diplômé et ne pas y arriver. Nous, dans l'entreprise, ce qui va nous intéresser, c'est que la personne soit capable de le faire. Donc la démonstration par l'exemple, c'est très appréciable. J'allais justement vous poser la question, parce que comment, quand on s'appelle Orange, vous avez des RH qui ont été formés à recruter d'une façon, comment est-ce qu'ils s'y prennent, parce qu'ils rentrent aussi dans le jeu, j'imagine, du recrutement, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour justement dissocier les profils et puis vous accompagner dans le recrutement? Lorsqu'on va faire des salons, effectivement, avant, d'habitude, vous aviez quelqu'un qui distribuait des brochures, décrivait en termes théoriques l'étendue des métiers. Là, on a demandé à nos hackers, on a plusieurs centaines à travers justement Orange Cyberdéfense, de composer des exercices. Alors évidemment, il y a un petit côté ludique, parce que effectivement, c'est en général, il faut attraper quelque chose, il y a un timing, donc il y a un petit côté escape game. Enfin, il faut effectivement s'en sortir et arriver à atteindre l'objectif. Mais en fait, c'est souvent
la partie technique va être validée de cette manière-là, et ensuite il va y avoir un entretien justement sur les valeurs, l'état d'esprit, et savoir si parallèlement à ses activités, soit professionnelles, soit scolaires, académiques, s'il suit quand même des études, est-ce qu'il a participé à d'autres challenges. Ça va nous permettre également de le situer par rapport à une communauté, et là encore, la logique de cooptation, alors même si ce sont des pseudonymes, effectivement, mais on arrive quand même assez rapidement à savoir qui fait quoi, qui a fait quoi et qui peut recommander qui. Et donc, effectivement, c'est une autre manière de jauger. Ce n'est pas de l'analyse froide de CV, c'est très humain au final, cette technologie, parce qu'il faut se rencontrer, pouvoir discuter et puis mettre les mains dans le cambouis. Gaël, vous avez été un des principaux, vous êtes impacté puisque vous êtes hacker. J'imagine qu'à aucun moment vous êtes assis sur les bancs de l'école en se disant ok, je suis un cursus et puis demain je deviendrai hacker. C'était quoi ce cheminement qui vous a amené justement des bancs de l'école et qui fait qu'aujourd'hui, professionnel que vous êtes, est devenu un hacker éthique qui travaille avec les organisations qui sont celles que vous représentez? J'ai été enfant victime d'un ouragan, l'ouragan Hugo en 1989, plus de 330 km/h, ce qu'ont vécu un peu les enfants à Saint-Martin. J'ai eu la chance d'avoir des hommes et des femmes qui m'ont fait rêver de filières scientifiques et techniques et qui m'ont donné envie de m'intéresser aux technologies. Maintenant, il m'a fallu, en arrivant en Europe en 2001, faire un peu parfois le deuil de certaines compétences que j'avais envie d'exprimer, mais qui n'étaient pas reconnues. Les filières instruments en météorologie, un certain nombre de méthodes, puisque j'ai cofondé l'association OpenStreetMap France, projet de cartographie libre. C'était pas la manière dont la France, dont l'État, pour lequel j'étais fonctionnaire, voyait les choses en termes de cartographie. On avait une méthode et les contributeurs d'OpenStreetMap apportaient quelque chose de nouveau, d'incompris. C'était des gens qui venaient du web et qui voulaient faire de la cartographie. Et le deuxième déclic, ça a été Haïti. On commémore, pas fête, mais on commémore malheureusement le 10e anniversaire de ce séisme qui a ravagé Haïti, plus de 300 000 morts. Et là, à ce moment-là, je suis papa, j'ai des enfants, ils ont aujourd'hui 10 et 12 ans. Je vois des Caribéens qui sont dans la difficulté. On a eu une alerte tsunami avant-hier en Jamaïque. Je suis né sur un territoire insulaire qui, quoi qu'on dise, et fait partie des derniers territoires français à avoir la 4G, à avoir la 5G, à avoir le DAB+, à avoir toutes ces technologies. Et moi, j'arrive en Europe et j'ai accès à tout ça. Donc évidemment, la doctrine qui est la mienne, c'est de se dire comment je peux prendre toutes ces technos, comment je peux prendre tout ce savoir. Et on embrasse des communautés du logiciel libre, on embrasse des communautés de la connaissance, du savoir, Wikipédia, OpenStreetMap, pour ensuite transposer tout ce savoir, toutes ces connaissances dans le cadre d'exercices. Le prochain 19 mars 2019, exercice de tsunami dans la Caraïbe, 800 000 personnes qui vont jouer, qui vont évacuer leur lieu de travail, leur école. Et là, on n'a pas de méthode en France. On n'a pas de doctrine. Et aujourd'hui, ce savoir qui vient de la Guadeloupe, on me demande aujourd'hui, en échange, techniquement, d'expliquer un peu ce que devrait être l'état de l'art des systèmes d'alerte des populations pour préparer les Jeux Olympiques de 2024. Il n'y a pas de méthode, ça n'a jamais été fait. Et donc, même si les protocoles, les technologies, les appareils, les téléphones, les autoradios existent, on n'a aujourd'hui à date aucun système numérique d'alerte des populations en France. Lubrizol, on a utilisé des sirènes, quelques automates d'appel, et toutes ces technos, malheureusement, heureusement, sont nées en France, mais nous faisons partie des pays à la traîne sur les systèmes d'alerte des populations. J'ai choisi une voie, le hacking, utiliser des appareils sur étagère, non conventionnels, des antennes relais, 4G, 5G, des émetteurs FM, DAB+, pour pouvoir justement prouver, montrer à des autorités, à des militaires, à des pompiers, comment nous, hackers civils, nous voyons les choses et comment on pourrait mettre en œuvre ces systèmes d'alerte pour les populations. J'ai plein de questions encore à vous poser, mais j'imagine que vous qui êtes avec nous avez aussi des questions. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur l'application, ou en tout cas sur le lien, et à nous poser toutes vos questions, qui sont peu nombreuses pour l'instant, je dois l'avouer. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer l'échange. Ma première question, je voudrais qu'on revienne aussi sur une notion. J'ai un peu décortiqué, on a décortiqué ensemble, quand on a préparé la table ronde, toutes les notions de du wording de la table ronde. Alors, il y a le mot hacker dedans, il y a la notion de menace étrangère.
C'est intéressant, c'est la menace étrangère. Ce que j'ai compris aussi, en novice sur le sujet et en préparant cet échange avec vous, c'est qu'en fait, la notion de menace étrangère, ça veut un peu tout et rien dire. Parce qu'on lit dans les médias ces menaces d'État totalitaristes, de mafia, etc. Mais de ce que j'ai compris, c'est que la menace, elle est peut-être beaucoup plus proche et beaucoup moins étrangère qu'on ne le pense. En fait, ce qualificatif d'étranger, on doit en général l'utiliser par rapport à un autre pays, forcément. La difficulté, c'est que la notion de territoire dans le domaine numérique, elle est rediscutée, elle est redébattue. Pourquoi? Parce que la donnée, quand elle circule, elle ne mesure pas son effort, parce qu'effectivement, elle circule sur des réseaux. Et effectivement, on va souvent utiliser des relais, des rebonds, des prestataires, des sous-traitants, voire louer des forces technologiques, des équipements technologiques qui font que, opportunément, tel hébergeur va être dans tel pays, va utiliser tel réseau d'ordinateurs infectés à leur insu, notamment pour saturer des sites internet. Et donc, effectivement, la notion d'étranger, moi, le qualificatif m'avait un peu interpellé parce que, en fait, il n'a pas vraiment de sens. Parce que si on devait attribuer des nationalités, un Français qui utiliserait des réseaux de botnets, ces ordinateurs zombies, c'est-à-dire infectés préalablement de manière à ce qu'on puisse en prendre le contrôle à distance à l'insu des propriétaires légitimes, peuvent se trouver n'importe où dans le monde. Et donc, à partir de quand est-ce qu'on qualifie une attaque étrangère si le commanditaire est, disons-nous, français, et que ce réseau d'ordinateurs, il est réparti dans plusieurs pays, et que ses victimes sont également réparties potentiellement dans plusieurs pays, ou en tout cas que leurs équipements se trouvent chez les prestataires à travers la planète. Vous voyez bien que la notion de dedans, dehors, d'allié, de national est totalement, en tout cas totalement chahutée. Et donc, c'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit que effectivement, on doit revoir des concepts, et de la même manière que quelquefois, on va avoir des attaques qui vont survenir et qui vont toucher un équipement physiquement localisé dans un pays, et qui par contre vont, par la contamination des réseaux, infecter et avoir un impact, par exemple pour bloquer un système de facturation dans un autre. Un peu, si on devait faire l'analogie, c'est un peu comme si on vous donnait un coup de marteau sur le pied et que vous ayez mal à la main. C'est orthogonal, parce qu'effectivement, d'habitude, on subit le dommage à l'endroit où on a été agressé. Là, avec le numérique, on va être très très vite dans une logique internationale. On a eu le cas de grands groupes, même français, qui ont été infectés par rapport à des filiales à l'étranger, et c'est leur siège en France ou certains de leurs centres de production en France qui ont été immobilisés. Donc il faut revoir la notion géographique, parce que justement, le numérique, il est naturellement, intrinsèquement international. Jacques, un mot sur le sujet ? Alors oui, effectivement, je pense que pour revenir à la menace étrangère, la menace elle est étrangère à partir du moment où elle dépasse le cadre de votre entreprise, où elle dépasse le cadre de votre pays, ou de votre ville, ou de votre environnement proche. Et en fait, ce qui est caractérisant, c'est qu'à un moment donné, dans les années 2010, les explorateurs / hackers ont retrouvé une économie criminelle qui cherchait à se diversifier. Et comme toute économie, l'économie criminelle a trouvé dans le hacking malveillant un moyen de réduire son risque, de pouvoir atteindre des cibles très lointaines rapidement, tout en maximisant ses gains. Ça parce que la sécurité, le monde du numérique avait été conçu sans les fondements de sécurité, ce qui fait qu'il reste encore beaucoup de travail pour les personnes comme Gaël. Donc aujourd'hui on est en train de rattraper, grâce à des grands industriels comme Orange Cyberdéfense, de rattraper le temps perdu, mais on a construit un monde numérique, un monde virtuel sans fondation de sécurité. Donc il y a beaucoup de moyens de faire des opérations malveillantes, et c'est pour ça qu'il faut aller vite, et avec les nombreux enjeux qu'on avait effectivement échangés, comme la formation, les ressources, qui sont des enjeux très stratégiques pour ce domaine. En même temps, est-ce que
si on prend la métaphore du monde physique, est-ce que si les criminels rentrent, c'est pas parce que la porte est ouverte? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le problème, ça vient pas spécialement de l'entreprise qui, elle, je parle d'entreprise parce que c'est évidemment beaucoup plus attractif pour un hacker d'aller hacker une entreprise et demander une rançon ou de revendre des données qu'un individu. Est-ce que c'est pas parce qu'en fait les entreprises n'ont tout simplement pas compris ou n'ont pas encore conscience qu'il y a une vraie menace? C'est cher. La sécurité informatique aujourd'hui, c'est un luxe. C'est un luxe que peuvent se payer des grands groupes parce que les ressources sont chères et que du coup les systèmes ont été conçus de manière assez peu sécurisée. Et en fait, si on veut faire une analogie, un parallèle avec le domaine physique, aujourd'hui c'est comme si on était dans un monde virtuel où il y avait plein de maisons et les portes étaient ouvertes. Donc les hackers se disent bah tiens, la porte est ouverte et je vais rentrer. Mais à partir du moment où ils rentrent, il y a effraction. C'est illégal. Et c'est pas parce que la porte est ouverte qu'on a le droit de rentrer chez les gens. Même la tentative, c'est-à-dire si vous tentez de rentrer, dans la législation française, si vous tentez de rentrer mais que vous n'y arrivez pas, cette tentative est elle-même condamnable. Exactement. Et donc du coup, cette notion de porte franchie, elle se franchit très vite dans le domaine virtuel et les hackers et les criminels ne se rendent pas compte de à quel moment ils franchissent cette ligne rouge. Et comme anecdote, je peux vous le dire, sur le standard de Gatewatcher, on reçoit un coup de fil par semaine minimum de personnes qui nous demandent de hacker le téléphone de leurs copines, de leurs associés, de leurs voisins, leur PC, leur serveur. En fait, les gens ne se rendent pas compte que cette démarche de hacking, c'est comme rentrer chez les autres, c'est franchir une porte. Et c'est pas parce que cette porte est ouverte ou qu'elle est mal sécurisée qu'on a le droit de rentrer. C'est l'anecdote que je donne régulièrement quand je me déplace et que je dis que je suis hacker et que j'assume ce titre-là. L'une des premières demandes qui arrive, c'est est-ce que tu peux hacker le compte Facebook, Twitter de ma compagne ou de mon compagnon. D'où depuis quelques semaines mon point de vigilance, à la fois sur l'aspect ça vient de l'étranger et qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, est-ce qu'on se paye. Sur les notions d'hygiène numérique, on a une hygiène corporelle, on se lave les dents, on se lave tous les matins. Il y a un certain nombre de principes de base à respecter qui ne sont pas si complexes que ça, qui font partie un peu du bon sens. Et je dis souvent aux entreprises et aux personnes que je rencontre de se méfier des ex. Les ex-femmes, ex-compagnons, les ex-employés sont parfois les premiers vecteurs d'attaque et que quand dans un couple, dans une entreprise, dans une liaison amicale, tout va bien, ça va. Le jour où en fait on se fâche, en général, l'aigreur, la colère amène à commettre des actes qui malheureusement sont criminels. Et là-dessus, la notion d'étranger, elle devient insignifiante puisqu'on est attaqué par des personnes qui sont dans notre périmètre proche. Il faut apprendre à réduire ces surfaces d'attaque pour pouvoir arriver à faire face en tout cas. En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes là, pour résumer, c'est que vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a une offre de cyberattaque? C'est parce qu'il y a une demande. Il y a des gens qui demandent. Alors, on a vu là l'exemple de particuliers dans vos relations proches, mais également d'entreprises, de dirigeants politiques. Enfin, il y a une demande. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que des victimes, il y a bien quelqu'un pour que c'est le principe des activités criminelles. Ça marche parce qu'il y a des clients, des gens qui passent commande. Et la deuxième chose, c'est vous voyez que lorsque quelqu'un exprime ce besoin, il cherche en fait une prestation. Et donc on assiste à un phénomène, alors on ne va pas parler de démocratisation dans l'accessibilité des outils parce que ce serait trop valorisant, mais de consumérisation. En fait, la personne veut rentrer dans l'email de ce proche. Et donc il ne veut pas une solution très élaborée, il veut une solution qui fonctionne, qui soit à un prix raisonnable et qui ne l'engage pas outre mesure, c'est-à-dire où il peut obtenir des résultats rapidement sans que ça le mobilise trop longtemps. Et donc c'est vrai qu'on voit bien qu'au fur et à mesure que le numérique s'est déployé dans nos existences personnelles, professionnelles, en fait on a eu un accompagnement par cette cybercriminalité. Et ça devient un élément du quotidien. Je prends l'exemple, on a de la jurisprudence maintenant en France d'étudiants qui ont piraté les serveurs de leur école ou de leur université pour modifier leurs notes. Dans l'ancien temps, soit ils auraient bidonné leur carnet de notes, ils auraient triché à l'examen, et maintenant, dans le champ des possibles, ils se disent, non, je ne vais pas me faire engueuler, je ne vais pas redoubler, je vais
il faut pirater la base. Et donc effectivement, ça devient aujourd'hui quelque chose d'envisageable dans le champ des possibles. Et ça, c'est pour ça que, bon, à partir du moment où ça s'est à ce point banalisé, vous vous doutez bien que quand il y a des enjeux financiers importants, des enjeux politiques, enfin en tout cas de contentieux lourds, bah, évidemment, ça fait partie naturellement de l'arsenal agressif dans les moyens d'accès et à la satisfaction de ses intérêts. Je voudrais qu'on revienne rapidement quand même sur ce que disait Gaël, parce que aujourd'hui, avec nous, beaucoup de start-upers, beaucoup de patrons de PME, c'est intéressant cette notion d'ex parce que je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, en fait, on est face à deux cas de figure. Ça ne me concerne pas parce que moi, ma start-up, on prône l'esprit bienveillant, les gens sont bienveillants. Donc, en fait, je pense que beaucoup de start-upers s'imaginent que ça n'arrivera pas. Et de l'autre côté, des PME locales qui se disent « mais en vérité, je suis une toute petite structure, donc qui a intérêt à venir me menacer ?» C'est quoi votre mot, votre discours pour ces personnes qui n'ont pas encore conscience, qui commencent, je pense, à prendre conscience et qui se disent « mais en fait, ces notions d'ex-employés, d'ex-femmes, etc., en tout cas de menaces, elle n'existe pas parce que moi je suis dans une boîte où l'esprit il est à la cool, ou je suis dans une boîte, je caricature, ou je suis dans une boîte où en fait on traite en local, donc ça va intéresser personne. » Je prends l'exemple je suis un peu rugueux parfois et un peu sec quand les personnes ne se rendent pas compte et que l'exemple souvent que je prends, c'est qu'une fois qu'on a été contaminé, je parle au sens médical, on a une épidémie en cours, mais je prends des exemples un peu plus sales, les MST ou des mycoses des pieds, c'est des choses dont on est honteux et on n'en parle pas. Et quand on se fait attaquer, Guillaume Poupard le disait cette semaine au FIC, c'est à peine 10% en fait des attaques qui sont publiées dans les médias. Ce qu'on entend, c'est 10% de ce qui se passe réellement. Et effectivement, on n'a aucun intérêt d'aller dire qu'on a eu une petite maladie, une petite infection, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un parallèle entre le numérique et le médical, quelque part, où on est un peu honteux, sauf que quand ça arrive, malheureusement, et qu'on n'a pas envie, on a eu des campagnes de prévention pour le sida, par exemple, et donc là, on doit appliquer, je mets des guillemets, les mêmes mécanismes aujourd'hui auprès de ces entreprises, auprès de ces entrepreneurs, c'est que quand vous urinez, vous fermez la porte. Vous avez une notion de vie privée, une notion d'intimité. Et le numérique aujourd'hui, ça doit être ça. Cette notion d'intimité, il faut que les personnes se rendent compte, à l'échelle personnelle, mais aussi professionnelle, qu'on a besoin d'intimité. Et l'intimité, ce sont des clés, c'est le chiffrement, c'est la révocation d'un accès quand on n'est plus salarié, c'est la fermeture ou le changement d'un mot de passe quand on n'est plus associé. Tout ça, ça doit devenir en fait des règles de base pour les entreprises. Mais même à titre personnel, on ne mélange pas les identifiants personnels et les identifiants professionnels. La CNIL et l'ANSSI sont de bons conseils. Ils ont édité quelques guides là-dessus, notamment le guide d'hygiène. Encore, on revient à cette notion d'hygiène, d'intimité. Le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI est régulièrement mis à jour, justement, pour faire face à la complexité des attaques et être capable aussi d'évoquer des scénarios, d'imager un peu ce discours, d'être capable de vulgariser. Alors c'est un peu si 80% de mon temps, c'est un peu ça. La technique, ça va très vite. C'est 20% de mon temps. 80% du temps, c'est de faire de la pédagogie, d'expliquer aux forces, aux entreprises, comment on peut arriver à sécuriser et à avoir des politiques de prévention comme on l'a eu sur certains épisodes d'épidémie. La question de la détection est importante parce qu'il y a ceux qui, en toute connaissance de cause, ne communiqueront pas ou ne voudront pas officialiser le fait qu'ils ont été attaqués. Il ne faut pas négliger également les gens en fait, qui ignorent leur statut de victime. En clair, quelqu'un qui rentre dans votre équipement, un peu comme quelqu'un qui rentrerait dans votre maison, ne perturbe rien, ne casse rien, ne salit rien, mais par contre, regarde vos photos de famille, regarde ce qu'il y a dans votre frigo, donc connaît vos goûts et éventuellement vos contraintes alimentaires, regarde effectivement l'agenda de tout le monde et de la famille, donc connaît à peu près comment se répartit l'organisation de la maison, ressort et ensuite est capable de vous aborder, de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que la capacité de détection dans le domaine numérique va être importante. C'est-à-dire que vous ne pourrez prendre des mesures ou des contre-mesures qu'à partir du moment où vous avez une capacité de détection. Et c'est là où l'expertise technique est importante parce que ne rien faire quand vous êtes informé, c'est une décision stratégique qui peut faire partie des options possibles.
Mais quand vous ignorez le risque, si notamment quelqu'un est là pour vous voler des secrets ou une information, ce n'est que quand vous voyez arriver sur le marché votre concurrent qui a un produit similaire au vôtre, simplement moins cher parce que lui, il n'a pas dépensé en recherche et développement, que vous commencez à subir les effets de cette attaque informationnelle. Donc il faut vraiment aussi ne pas sous-estimer dans une économie qui s'ouvre, dans des organisations qui s'interopèrent maintenant avec des partenaires, des sous-traitants, des co-contractants, avec des outils et des objets connectés. Très bien, on démultiplie les ouvertures du système, on démultiplie les interactions avec des tiers, mais il va falloir se doter d'une capacité de détection parce que c'est la base de toute action et de toute décision stratégique, même fût-elle de ne rien faire. Jacques, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, je crois. Je voulais reprendre les termes de Nicolas et de Gaël. Hygiène, prévention, risque. En fait, aujourd'hui, on a peur très facilement du cybercrime. Donc qu'on soit particulier, professionnel, institutionnel, mais en fait c'est avant tout un risque. Voilà. Donc c'est juste un risque de plus à prendre en compte. Et donc quand on a un risque supplémentaire, on fait quoi? On fait une analyse de risque. Et donc cette analyse de risque, elle commence par définir des actifs critiques pour chaque entreprise, pour chaque pays, pour chaque continent. Et pour chaque actif critique, on va définir le risque associé si on perd cet actif critique. Et donc, une fois qu'on a réussi à faire le tour de l'ensemble des risques pour le cybercrime, après, on définit des process. Donc là, c'est l'hygiène. Et la prévention, comme la détection, qui permettent donc les process et les outils qui vont permettre de réduire ce risque. Mais ce risque, il est là, il restera toujours là. Et donc la question, c'est comment on le réduit. Et donc on le réduit avec des process et des outils. Et ça, c'est essentiel. Et il faut, je pense, vraiment sortir du discours de peur ambiante du cybercrime. C'est réellement juste un risque supplémentaire comme un risque météorologique que Gaël avait vécu et qu'il a marqué. C'est juste un risque supplémentaire et donc on met en place les process, les outils pour réduire ce risque et ce risque il ne sera jamais à zéro. Donc en fait ceux qui seront le plus touchés, c'est ceux qui l'auront le moins réduit. En parlant de risque, une question qui nous vient du public, qui a été soutenue par plusieurs autres personnes. Il y a un autre risque qui est celui du télétravail. Qu'est-ce qu'on peut penser du télétravail? Est-ce que le télétravail amène pas de nouvelles formes de risques, puisque quand on télétravaille, très souvent on bosse avec son matériel personnel et sur des réseaux personnels et donc pas forcément sécurisés? Alors justement, là c'est une précaution et une responsabilité de l'employeur. Il n'y a pas de fatalité dès lors que le télétravail correspond à une organisation discutée, encadrée, négociée et encadrée par le droit dans la relation de travail. Effectivement, en général, l'employeur a l'obligation de fournir les outils permettant la réalisation de la mission, vous savez, soumise à l'autorité, le lien de subordination en échange d'un salaire. Donc effectivement, utiliser ce qu'on appelle un VPN, un réseau privé virtuel, c'est-à-dire on va créer un tunnel en quelque sorte informatique entre la connexion, la box par exemple du salarié à la maison, il va se connecter au système d'information de l'entreprise. En fait, ce sera exactement comme s'il était physiquement dans les bureaux, simplement on va mettre un outil de chiffrement qui va venir se connecter derrière les éléments de protection, ce qu'on appelle les firewalls, et donc les éléments de protection. C'est très banal, financièrement c'est très abordable et ça ne demande pas d'expertise technique pour être manipulé. Vous voyez, c'est un équipement de base. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qui va garantir la sécurité, la confidentialité et surtout permettra aux salariés, en étant à distance, que ce soit à la maison ou à l'occasion d'une mission à l'extérieur, effectivement, de pouvoir se connecter comme s'il était physiquement dans les locaux de la société. Donc c'est en plus un gage d'efficacité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour ne pas utiliser cet outil-là. Il en existe de très bien performant, facile à manier et peu cher, en tout cas dont les coûts ne sont pas rédhibitoires, même déployés. Après, il y a des logiques d'abonnement. Donc en tout cas, on voit qu'il y a quelques outils simples, la mise à disposition d'un outil, les quelques minutes d'explication nécessaires à son maniement, et puis on aplanit ce type de difficulté. Après, ça n'empêche qu'effectivement, il faut éviter de se connecter
sur des Wi-Fi ouverts dans des lieux publics, et donc sans ces protections que sont le VPN, les éléments de chiffrement. Voilà, il faut éviter les ordinateurs partagés dans des business centers, c'est-à-dire qu'on viendrait travailler sur un outil qui n'est pas maîtrisé. Ça, évidemment, c'est problématique. Mais si la personne a un équipement qui bénéficie d'outils de protection suffisants, son travail à domicile n'est absolument pas un élément de fragilisation de l'organisation. Bon, on parle beaucoup quand même, et d'ailleurs la question est bon, pour vous trois, mais on parle beaucoup de bureautique, on parle beaucoup du smartphone, on parle beaucoup de l'ordinateur, mais qu'est-ce qu'il en est des objets connectés? Et encore une fois, on est sur un problème dit personnel qui dépasse l'entreprise, puisque les personnes qui viennent dans votre entreprise ont un bracelet connecté, peut-être même des chaussures connectées, à un moment donné se connectent à un réseau pour collecter des datas pour leurs usages personnels, ou même sortent avec des données professionnels sans s'en rendre compte dans leur vie personnelle. En fait, est-ce que c'est pas un problème, et comment est-ce que vous percevez, vous, l'arrivée de ces objets qui, j'ai l'impression, sont bien moins sécurisés que les devices que sont l'ordinateur ou le téléphone? Pour ce qui touche, deux questions qui sont un peu liées, télétravail et objets connectés. On augmente effectivement la surface d'attaque potentielle de l'entreprise. Donc, même si effectivement on va proposer des outils, il n'empêche qu'il va falloir aussi au niveau de l'entreprise avoir une démarche de pédagogie. Alors, c'est vrai qu'on peut donner des process, mais les gens, je peux vous garantir qu'ils vont le faire une fois, deux fois, et ça va commencer à les énerver, ou ça va être des choses trop complexes ou pas forcément accessibles qui feront que ils vont passer outre certaines recommandations. Donc, c'est important qu'à chaque étape de l'entreprise, pas uniquement le télétravail, nouvel équipement. Là, je peux vous garantir qu'Ofi, qui j'étais venu avec un chocard, avec une voiture. Il y a des gens qui sont venus me dire spontanément, une trentaine de personnes quand même, qu'on avait volé leur voiture. Et en fait, pour moi, pour le coup, parce que c'est aussi une de mes missions, la voiture est une nouvelle surface d'attaque, puisqu'on va avoir énormément de connectivité, et on a déjà de la connectivité, on va en avoir encore plus. La capacité de communiquer effectivement avec des API ou avec des services qui permettront de commander ou d'interagir avec le véhicule, avec la voix. Et donc il faut, même à l'arrivée d'un nouveau véhicule dans l'entreprise, faire preuve de pédagogie et d'explication. N'hésitez pas à aller voir encore une fois les guides de l'ANSSI et les guides de la CNIL, voir bien comprendre le circuit de la donnée dans un véhicule ou le circuit de la donnée dans une entreprise. Je prends un exemple simple. Mon fils, sale gosse parfois, mais c'est mon fils. Donc, il est animé il veut faire comme papa et il veut sauter les barrières. Et j'ai sécurisé mon réseau Wi-Fi. Donc, techniquement, l'entreprise, si son employé, son salarié travaille, si ses objets connectés, sa montre, son serveur de stockage, son imprimante sont connectés, on devrait lui remettre un petit guide ou l'aider à faire rapidement un petit audit de ces objets numériques à la maison et qui permettrait de se connecter. Et comment j'ai su que cet individu, mon fils, se connectait pas sur mon réseau, il profitait de se connecter sur le réseau des voisins. Et en fait, je l'ai su parce que j'ai à un moment fait un petit audit et j'ai vu qu'il n'y avait pas de trafic entre son téléphone et mon réseau. Et donc j'ai fait un petit audit sur son téléphone pour voir un peu ce qui se passait. Et 3-4 réseaux Wi-Fi de voisins. Donc on se rend compte, même auprès de nos enfants, en tant que professionnels, qu'il va nous falloir avoir de la pédagogie, même en télétravail, pas simplement vers nous, pas simplement vers nos salariés, mais envers les enfants et les proches de nos salariés qui peuvent aussi, eux, représenter une surface d'attaque supplémentaire. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans la paranoïa, mais ça doit faire partie déjà, en tant que parent, de l'éducation. On transmet ces bonnes pratiques, cette hygiène numérique à nos enfants, mais il faut aussi anticiper, c'est un peu mon rôle aussi quand je suis approché par différentes structures, d'anticiper en tant que papa, en tant que conducteur, en tant que hacker, les futures surfaces d'attaque que l'on va avoir dans cette société qui amène de plus en plus d'objets et de surfaces potentielles pour pouvoir être attaqué ou en tout cas intercepter un certain nombre d'informations. Votre fils, il est quasiment prédestiné à ça. Pourtant, quand on regarde aujourd'hui, je dis ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, déjà, j'ai l'impression qu'à 12 ans, déjà, il est encore plus
plus habile que moi avec son téléphone et son ordi, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a énormément d'opportunités. Je pense que effectivement, si que ce soit votre fils ou d'autres décident de se lancer sur ces métiers-là, il y aura des débouchés. Mais ce que j'ai appris aussi en échangeant et en préparant l'échange avec Jacques, c'est que un certain nombre d'emplois, et je crois plus de la moitié des emplois en cours de recrutement, ne sont pas pourvus sur des métiers qui ont l'air d'être extrêmement passionnants, qualifiants. Comment ça se fait ? En Europe, il y a 112 000 postes non pourvus rien qu'en cybersécurité, juste en Europe. Donc, vous imaginez qu'il y a du travail. Il y en a pour longtemps. Donc, je vous encourage tous à faire une formation en cybersécurité. Vous trouverez du travail très facilement. Et effectivement, comme tu le disais, les formations ont du mal à trouver des talents à former. On dit que la moitié des formations en cyber sont remplies. Donc, elles sont remplies à la moitié. Ce qui est quand même assez dommage. Je pense que c'est un domaine qui émerge depuis peu et le temps de formation est un peu plus long que dans d'autres domaines du numérique. Un expert en cybersécurité, un expert, il doit être bon en système, en réseau, en applicatif, en développement et idéalement en process. Donc ça fait un panel de compétences à développer qui mettent un peu plus de temps à arriver sur le marché. Ce qui fait que forcément, ayant moins de profils disponibles sur le marché, les salaires partent à la hausse, très très haut. Nous, on a récemment un de nos jeunes hackers qui était bien payé pour un Français, mais qui s'est fait débaucher par une banque singapourienne à 2,5 fois son salaire français. Donc, ils ont fait juste 2,5 fois. Il est payé aussi bien qu'un senior en France. Voilà, il y a beaucoup à faire. Il faut une énergie effectivement il faut un investissement assez fort pour se former, mais c'est un domaine qui est passionnant et le retour sur investissement sera toujours au rendez-vous. Le sujet est effectivement passionnant, je vois l'heure qui tourne. Moi, je peux vous proposer à tous les trois, et puis à vous qui êtes avec nous, je vois passer un certain nombre de questions, des questions que j'aimerais bien poser. Malheureusement, évidemment, il faut que je respecte mes camarades, notamment mon camarade qui va prendre la suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne peut-être un temps d'échange entre nous, si vous avez des questions pour nos invités. Moi, je rends... comme on dit, je rends l'antenne dans quelques minutes. Juste avant ça, une dernière question. Je dois vous la poser parce que c'est la question qui a été le plus posée et qui a été soutenue par le plus grand nombre de personnes. Alors, quel avenir, et on se finira là-dessus, quel avenir pour le bug bounty? Alors, j'aimerais que vous expliquiez à ceux qui ne savent pas ce qu'est le bug bounty, et ensuite que vous répondiez à la question. On va prendre 2 minutes pour ça. Alors, le bug bounty, c'est le fait d'ouvrir son équipement, son application, son système d'information, son site internet, en disant à des hackers, voilà, si vous trouvez une faille, je vais faire un classement de la criticité des failles avec une prime qui est affectée en fonction de la difficulté ou du caractère critique du désignement de cette faille. Si vous trouvez une faille chez moi, je vous paye, et effectivement de manière à ce que je puisse la corriger. Par contre, on va faire une relation. Donc pendant très longtemps, en France, c'était un sujet un peu problématique parce que quelqu'un qui venait frapper à la porte d'une entreprise en disant « Écoutez, j'ai trouvé une faille dans votre système », c'était perçu comme le début d'une extorsion, en quelque sorte, comme si ça pouvait être les premiers mots d'un chantage. Aujourd'hui, on a passé cette époque, on a gagné en maturité. Donc c'est vrai que c'est une activité qui s'appelle le bug bounty. Des plateformes existent dont le métier est de faire ça. Yes We Hack en France, Yogosha, enfin elles sont plusieurs, de manière à encadrer juridiquement, de manière à ce que ça se fasse de manière transparente. Donc le bug bounty, c'est des gens qui vont s'essayer à l'examen d'une application, d'un programme informatique, de manière à trouver des failles. Et ça, on peut le faire le soir chez soi, on peut le faire pendant ses études. C'est une activité qui est, alors je dis pas un loisir, mais qui peut être également rémunératrice, mais qui exerce justement la créativité et qui ouvre le champ des possibles aux hackers éthiques ou à ceux qui, à un moment de leur vie, veulent se consacrer à l'examen et, par chance ou par talent, vont trouver un point faible et qui sera bien utile aux entreprises qui pourront ainsi corriger la faille. Je vous propose de poursuivre l'échange peut-être hors caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va laisser la place à un autre débat. Juste pour un chiffre, une bonne faille peut valoir cher. Donc le bug bounty, ça peut être très rémunérateur. Et une faille, par exemple, sur iPhone,
ça peut valoir jusqu'à $1 million. Donc les bons hackers qui bossent en bug bounty peuvent avoir des très bonnes rémunérations. Par exemple, c'est le concours Pwn to Own qui à Vancouver où il y en a $1 million si on arrivait à hacker une Tesla. J'ai une clé juste à ma main. Je reviens du FIC où j'étais le seul à exposer un véhicule avec aucun industriel automobile présent physiquement avec le matériel. Ma plus grosse difficulté en tant que hacker aujourd'hui, c'est d'avoir accès au matériel. Et même les instituts universitaires, les instituts de recherche aujourd'hui sont déficitaires aujourd'hui d'accès au matériel. Tout le monde peut parler, hein, des conférences, on peut en faire comme celle-là des centaines. Quand vous demandez à un équipementier aujourd'hui d'avoir et de pouvoir toucher à son matériel, ça devient beaucoup plus compliqué et c'est un peu mon cri du cœur aujourd'hui. Donnez-nous accès aux véhicules, que l'on puisse, avec vous, industriels, équipementiers, travailler à la résilience des véhicules. S'il y a des constructeurs avec nous, j'espère que le message est passé. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat vraiment passionnant. Et je vous propose de continuer les échanges pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci et très bon après-midi à toutes et à tous.